Bonjour, salut tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode déjà du Phileas Podcast. Je suis Sylvie et je suis une expatriée vivant à York, dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Et voilà, je vous présente ce podcast pour vous parler de mes loisirs créatifs, principalement textiles. Et là, dans le cas d'épisode d'aujourd'hui, ça va être beaucoup de tricot. J'ai pas du tout eu le temps de coudre ces dernières semaines. C'est pas l'envie qui m'en manque. Là, j'ai bien d'avoir des journées où j'ai rien à faire pour faire que de la couture. J'ai un tas de projets que j'ai envie de faire. Mais là, rien, que du tricot. Donc voilà, bon, alors déjà merci toujours et encore merci d'être plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, à vous abonner à cette chaîne, à me mettre des pouces en l'air, à me laisser des super commentaires. J'adore. Alors, continuez, hein, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un coucou si ça vous chante. Vous pouvez aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo Sylvie tiré en bas Phileas Yarns, aussi sur Ravelry. Si ma page projet c'est Sylvie Phileas Yarns sans le S parce que ça fait trop long pour la boîte, ou la page d'Hélène, sinon Phileas Yarns, qui est aussi pour me trouver sur Facebook et Twitter, mais bon, Facebook un petit peu active, Twitter quasiment pas, ça fait des mois que j'y ai pas touché. Ça sert vraiment pas à grand chose, mais bon, c'est là. Alors donc oui, aujourd'hui beaucoup de tricot, des 3 projets finis, 2 projets en cours, dont un il faut que j'aille, que je me rappelle d'aller chercher en bas, j'ai oublié de le remonter, dans mon atelier chambre d'amis, d'où je vous filme ce podcast. Et on va partir à Édimbourg pour un petit marathon tricot, je vous raconte ça plus tard. Et aussi on va parler, la rubrique Parlez-vous knitting d'aujourd'hui, ce sera à propos des chaussettes. Allez, bon ben je crois que j'ai vite fait le tour, hein. Je fais des progrès, voilà, on va essayer de faire un épisode qui dure pas 3 heures, ce serait pas mal, hein. Allez, projet fini, on est parti. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est ces chaussettes, cette chouette paire de chaussettes que j'aime d'amour déjà, que j'ai bien vite hâte de prendre en photo pour mettre sur ma page projet Ravelry avant de pouvoir les mettre dans ma boîte à chaussettes et pouvoir les porter cet hiver et automne, parce que là, autant vous dire que c'est bon, on est en météo chaussettes. Le patron, c'est les chaussettes WAO, W-A-O, d'une designer japonaise qui est connue sous le nom de Yuka, Y-U-C-C-A. Donc voilà, le patron est dispo en anglais et en japonais, donc pas en français malheureusement, hein, on peut pas tout faire, hein. On peut pas tout avoir. Et alors j'ai découvert Yuka et ses patrons de chaussettes sur Ravelry. J'ai craqué, quasiment tous ces modèles sont géniaux. Il y a un prix, une réduction si on achète 3 ou 4 patrons à la fois de Yuka. Autant vous dire que j'ai acheté assez de patrons pour pouvoir avoir la réduction. Donc voilà, les WAO, ce sont les premières que j'ai mis en aiguille et super fun à tricoter. Très simple, il y a plein de choses qui se passent en fait dans ces chaussettes, mais il n'y a rien de vraiment super compliqué, donc du coup ça va vraiment très vite à tricoter.
C'est des choses simples mais ça reste intéressant, donc ça devient jamais très ennuyeux comme des chaussettes à la vanille. Enfin moi j'ai rien contre les chaussettes à la vanille, les chaussettes toutes simples hein. En même temps on met ça devant Netflix et je tricote en rond pendant des heures, bon, ça me va très bien. Mais là c'était vraiment super bien. Ce sont des chaussettes qui se tricotent de haut en bas. Donc on commence par les côtes en haut de la tige avec une couleur contrastante. Ensuite la jambe, la tige, il y a une espèce de jeu de entre jacquard et augmentation de mailles qui rend ces petites mailles un peu en diagonale. En fait ce qu'on fait c'est qu'on vient tricoter une maille en augmentation en fait, mais 2 mailles plus loin que là où on est, et au rang suivant on vient réduire avec la maille adjacente. Si c'est français ce que je raconte, pour retomber sur son compte original de maille, parce que forcément si on rajoute une maille sinon ça fait la chaussette enfin plutôt comme ça quoi, ça fait la guêtre plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est très très simple. Il y a un tutoriel photo sur le patron, il y a un lien pour un tutoriel vidéo aussi qui est dispo, donc vraiment rien n'est laissé au hasard, tout le monde devrait y retrouver son compte. C'est vraiment bien expliqué et puis c'est vraiment pas dur. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut pas être trop crispé du tricot. Parce que ça reste quand même du jacquard, donc faut faire attention pour que ce soit pas trop serré dedans. Alors je sais pas si on va bien voir. Oui, en plus voilà, là vous voyez c'est là où j'ai il y a 5 rangs entre chaque rang de petites mailles fantaisie vertes, mais voilà vous voyez il y a les flottements derrière comme pour un jacquard en fait, donc il faut faire attention de pas trop faire ça serré, sinon on rentre plus dans la chaussette. Donc voilà, donc la tige comme ça. Après on vient faire un talon pas un talon renforcé en fait, juste un talon normal mais tricoté avec des rayures, hein. Il n'y a pas de renforcement du tout, c'est juste du jersey bête et méchant en rayures. Ensuite on tourne son talon et on fait un gousset. La jambe ben voilà hein, normal en jersey, on tourne en rond avec la couleur principale, et après transition avec la couleur contraste pour la pointe, avec 3 petits rangs de jacquard, super sympa encore, mais vraiment de base hein. Puis en plus voilà, je pense que au bout du pied c'est moins dramatique si c'est un peu plus serré. Je pense qu'il y a moins besoin d'élasticité à ce niveau là. Donc voilà, rien de bien sorcier, mais ça reste, puis j'adore quoi, j'adore l'effet final, vraiment ça me plaît. Voilà, les laines que j'ai utilisées, alors la couleur principale, donc cette laine blanche naturelle avec les speckles noirs, c'est de la Hedgehog Fibers que j'ai récupéré dans un des stocks d'une copine, Jem, qui tient là, qui fait les sacs à projet de Little Grey Girl. Je n'ai plus, elle n'avait plus, donc je ne l'ai pas non plus l'étiquette pour la laine, mais c'est de la laine à chaussettes, et je pense que chez Hedgehog Fibers c'est du 85% mérino, 15% nylon, à moins que ce soit du 90-10%, je ne sais plus trop. Et la couleur c'est Typewriter, machine à écrire en anglais, enfin en français. Typewriter c'est machine à écrire. Donc voilà, ça fait ça, c'est une couleur, enfin je sais pas, c'est tout bête, hein, c'est vraiment les speckles noirs, c'est bête et méchant, mais ça faisait un moment que j'avais envie qu'elle me tape dans l'œil cette couleur, donc ce coloris me tape dans l'œil, donc c'était bien sympa de trouver ça dans le déstock de la copine pour pouvoir le tester. Et la couleur contrastant, donc ce vert chartreuse qui pète bien, c'est The Uncommon Thread Tough Socks, qui est du 80% Blueface Leicester, 20% nylon, dans la couleur avocat.
avocat un peu transgénique hein, quand même. Il pète bien l'avocat. Donc voilà. Il me reste pas mal de laine. Là j'avoue que ces chaussettes là il me reste un peu plus de 50 grammes, un peu plus de la moitié de la Hedgehog Fibers. Il me reste bien 85 grammes de la Uncommon Thread en partant de la base que c'est des écheveaux de 100 grammes. Donc oui, à la limite je pourrais voilà, si vous avez une couleur principale vous pouvez caler facilement deux paires de Wow avec deux mini différentes hein. Franchement des mini paires de écheveaux là, genre de 20 grammes de chaussettes pour chaque paire de chaussettes, ça peut être sympa pour faire ça un peu de manière plus économique. Moi de toute façon j'ai bien envie de me faire une paire de chaussettes avec ce vert qui tape dans les yeux, sûrement quelque chose avec des torsades, des trucs sympas, vu que c'est une couleur unie. J'aime bien utiliser pour des patrons de chaussettes à motif torsade ou comme ça. Donc voilà pour les laines. Les modifications. Alors le patron nous dit de changer le placement du talon entre la chaussette droite et la chaussette gauche, c'est-à-dire qu'une chaussette, on va continuer d'une traite, l'autre chaussette arriver en bas de la tige, on va couper le fil pour aller mettre le talon de l'autre côté. J'imagine que c'est pour éviter d'avoir le joint entre chaque tour, chaque rang en fait, c'est l'espèce de couture qu'on peut avoir des fois qui donne du même côté, en fait d'avoir cette couture en fait qui sont à l'intérieur de chaque pied. Autant vous dire que je ne voyais pas du tout l'intérêt de faire ça, donc j'ai fait deux pieds gauche, voilà. Je me suis pas embêtée à aller couper mes fils pour aller les remettre plus loin et avoir encore plus de fils à rentrer que d'habitude. Déjà qu'il y a deux couleurs, merci hein. Et puis je vais vous dire, je sais même plus au final de quel côté j'ai commencé mes chaussettes. J'ai cet avantage de pas trop avoir les coutures marquées. Je tricote en Magic Loop, donc sur une aiguille circulaire, donc j'ai en fait que deux côté et oui ça fait moins le côté échelle hein, le côté couture. Donc voilà, j'ai fait deux pieds gauche hein, je me suis pas embêtée, je me suis pas cassée la tête et c'est très bien. Ensuite j'ai rajouté 4 rangs et du coup 2 mailles de chaque côté du gousset, 4 rangs au talon et 2 mailles de chaque côté du gousset pour remonter le coup de pied. J'ai un coup de pied assez haut, donc pour éviter que ce soit trop serré, que ça fasse pas trop beau une fois porté, j'aime bien faire ça, c'est plus confortable. Et aussi pour la pointe, j'ai fait une pointe comme je l'ai fait d'habitude en fait, à diminuer les mailles tous les 2 rangs, tours. Au lieu, alors Yuka nous propose une pointe plus arrondie en fait, où on va diminuer tous les 2 rangs sur la moitié de la pointe et après c'est tous les rangs. Donc en fait c'est ouais, ça fait un peu plus arrondi. Moi c'est un petit peu plus en pointe, mais je sais que j'ai le pied quand même, enfin le bout du pied, les orteils qui sont longs et du coup ça convient mieux à ma forme d'orteils et de pieds, mais ça on y reviendra tout à l'heure dans la rubrique Parlez-vous knitting. Toute une science hein, de ces pointes pour différents orteils. Ben voilà, rien d'autre à vous dire que vraiment je les aime ces chaussettes. J'ai fini mon weekender de Andrea Mowry que j'avais commencé à tricoter avec pour objectif de le finir pour le festival de laine Yarndale dans lequel je vends ma laine bientôt, le week-end prochain au moment où je filme ça.
Donc mission accomplie. Alors je vais pas vous le montrer porté pour la simple raison que je n'ai pas bloqué mon weekender. J'ai vraiment fini just genre il y a 2 jours de ça. Donc il lui faut un bon bain et un petit tour sur le tapis de blocage. Mais donc je vous montrerai ça donc porté sur moi dans le prochain épisode sûrement. Mais en attendant, le voilà sur le sein. Enfin déjà il tient quand même un peu tout seul. C'est un peu un monstre qui pèse son poids, là je vais vous avouer. Donc le weekender d'Andrea Mowry qui se tricote. C'est un patron qui est indispo qu'en anglais. Je vous montre la petite photo de mon carnet juste pour vous donner une idée. Donc voilà. Voilà, hein, c'est la même chose. Hein. J'ai tricoté mon weekender donc parce que avec mes laines pour que je puisse le porter dans l'événement laineux pour montrer comment ça se tricote bien mes jolies laines. J'ai utilisé 2 fils que j'ai tricotés ensemble, un fil Deka de la qualité Wanderlust DK dans la couleur Palacio Real qui est un gris clair et une laine à chaussettes la qualité Rambler qui est 80% Bluefest Leicester et 20% nylon dans la couleur Hot Dog in Coney Island. Donc hop, est-ce qu'on va voir un petit peu? Donc voilà, vous voyez un petit peu. Allez, mise au point s'il te plaît. Voilà, on voit un peu le gris et après les couleurs de Hot Dog in Coney Island qui se mélangent. J'aime beaucoup le rendu. Vraiment bien. Donc voilà, donc vu que c'est les laines que je tiens moi, pour moi niveau économique, bah, c'est tout bénef hein, parce que j'achète la laine en gros, la teinture je l'ai à la maison, youpi. J'avoue que si vous deviez faire ce pull rien qu'en laine teinte à la main, ça va faire un petit peu cher hein, parce que j'ai tricoté une taille M et j'ai rajouté 5 cm au corps parce que je voulais pas trop cropped mais quand même quoi. J'ai utilisé 5 écheveaux de 100 grammes, quasiment, hein, pas complètement, mais quasiment 5 écheveaux de 100 grammes du DK et quasiment 3 écheveaux de 100 grammes de la laine à chaussettes. Ouh, ça fait beaucoup de laine. D'où le c'est lourd, hein, ça fait 800 grammes, hein, quand même. Ça pèse son petit bonhomme. Son petit poids. Donc oui, alors alternativement, si vous voulez faire un peu le côté chiné, tweedé un peu comme ça, fantasy avec une laine à speckle, à la limite remplacer la laine Deka au lieu de faire ça en laine teinte à la main et utiliser une laine plus commerciale, genre de la Drops ou quelque chose d'autre qui soit plus dans votre budget. Et à la limite, oui, faites-vous plaisir sur la laine fingering ou chaussette avec les speckles pour donner ce petit côté chiné sympa. Ça peut être une idée parce que voilà, moi si vous l'achetez ma laine à prix commerce quoi, c'est du 15 livres, bon en ce moment on est à l'aube de Brexit donc c'est 1-1, c'est à peu près pareil, donc voilà une quinzaine d'euros par écheveau de DK et c'est 17 livres donc 17-18 euros par écheveau de laine à chaussettes et ça fait cher. Je le conçois, donc mais oui, donc mélanger à la limite une laine commerciale avec une laine teinte à la main, enfin il y a plein de gens qui le font pour mélanger, quand ils mélangent avec du mohair par exemple. En général le mohair, les gens vont utiliser de la drops ou du mohair pas cher pour mélanger avec une laine teinte à la main et ça marche tout aussi bien, donc pourquoi pas mélanger une DK du commerce avec une laine teinte à la main fingering pour avoir un effet un peu comme ça sur le weekender ou sur un autre modèle de pull où ça vous botterait d'avoir cet effet chiné un peu comme ça. Ça peut être une idée. Bref. Du coup, ouais, je vous en avais un peu parlé dans le précédent épisode où c'était un projet en cours. Je tricotais ça en aiguille 4.5. C'était le seul moyen. C'était comme ça que j'ai pu
faire mon échantillon à la taille demandée, donc en doublant un décaille, un fingering avec en tricotant en aiguille 4.5 au lieu de l'aiguille 5.5 que Andrea Maori nous recommande. Donc ouais. Les modifications, alors on va commencer, je vous parle des modifications en même temps que je vous parle de la construction. Donc on commence en bas, on fait un montage de mailles tubulaire et on vient faire les deux bandes de cotte séparément. Donc s'il y a une bande, la bande du dos est plus longue que celle de devant. Après on vient mettre ça en rond et on tricote en rond à l'envers en fait. On tricote sur le côté jersey en droit, mais après on va le retourner parce que le pull se pense sur le jersey envers, donc c'est assez pratique. Et en fait il y a juste ce jeu de mailles glissées devant, autant devant que derrière, au milieu, espèce de fausse couture en mailles glissées qui donne un effet, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on tricote en rond jusque là où on vient séparer le devant du dos pour pouvoir insérer les manches, hein, parce qu'il faut bien faire un trou, même deux, pour mettre les bras. Donc on vient faire le devant, le derrière, le devant et le dos séparément. Et en fait c'est la même chose, c'est un col bateau, donc il n'y a aucune différence entre le devant du dos niveau des... une fois qu'on a séparé. Donc on vient finir, il y a un petit jeu de rangs raccourcis pour créer les épaules un peu tombantes. Donc en général on va trouver les rangs raccourcis pour avoir le cou qui descend un petit peu. Ben là non, c'est pas, le cou est droit, vraiment l'encolure est droite, en ligne droite, et on vient faire un peu des épaules tombantes. Et après on vient attaquer les côtes, le détail de côte sur l'encolure. Et après on vient joindre les épaules avec un rabattage à 3 aiguilles. Donc là je veux dire juste un petit conseil, faites attention quand vous faites mon rabattage à 3 aiguilles que la couture, en fait ça fait une espèce de couture mais qu'elle pointe du même côté. Parce que moi je trouve que là où ça fait les petits V, ça part vraiment le côté, ça pique pas droit, donc il faut faire attention que pour faire plus joli que ça vous pointe du bon côté, du même côté. Donc en fait moi je crois que je m'étais retrouvée à rabattre mes mailles d'une épaule avec le devant me faisant face, et après avoir tourné pour que le dos me fasse face pour rebattre les autres. Enfin bref, tout un bins. Donc voilà, donc moi j'ai rajouté 5 cm au corps, donc que j'ai là quand je tricotais en rond, hein, séparé. Alors après, donc l'encolure, alors l'encolure un peu plus galère à gérer, là j'ai un peu bidouillé. Andrea Maori nous fait un rabattage de mailles tubulaire, mais elle nous fait ça en Kitchener Stitch, donc en grafting comme on finit les chaussettes. Et donc il faut mettre les aiguilles, les mailles sur 2 aiguilles pour pouvoir les coudre ensemble. Donc. Et là je sais pas pourquoi elle fait ça. Parce que déjà ça fait vraiment une encolure serrée. Moi je trouve ça serré. Et puis je vois pas l'intérêt quoi. Je veux dire un rabattage tubulaire normal où tu gardes tout sur la même aiguille et tu fais ton jeu avec ton fil et ton aiguille à coudre. Très bien. Pas besoin de s'emmerder la vie. Surtout que niveau de l'encolure, le nombre de mailles à rabattre est un nombre de mailles impair. Le grafting, ça se fait avec des mailles paires. Ça marche pas, sinon il y en a une qui se balade à la fin, tu sais pas de quoi en faire. Donc ouais, bof, hein. Donc moi je me suis contentée de faire un rabattage classique tubulaire. Et aussi j'ai rajouté des mailles à rabattre dans mon cou. Et du coup j'ai réduit le nombre de mailles des épaules, donc j'ai réduit le nombre de mailles de 4 de chaque côté, donc j'ai rabattu 8 mailles de plus dans le cou, vraiment l'encolure, parce que là je l'ai fait une première fois avec le nombre de mailles qu'elle recommande, j'ai cru que j'allais m'étrangler. C'est pas le but de porter un joli pull, c'est pas pour s'étrangler ça maintenant. Donc voilà, il faut que j'arrête de dire donc voilà.
Et après, donc on fait ça, tout ça, et donc il nous reste les manches à tricoter. Hein. Andrea Maori nous dit qu'il faut reprendre les mailles autour là, des trous de bras, quoi. Des emmanchures, en français, le vrai mot. Seulement que moi, là j'en peux plus. Rien que de le porter comme ça, j'en peux plus, je suis fatiguée. Il est super lourd déjà à la base sans les manches, donc je me sentais pas de me bagarrer à tricoter les manches. À chaque fois, il faut tourner tout ça, parce que les manches se tricotent en rond, hein, forcément. Donc du coup j'ai mis mes manches en aiguille séparément, j'ai tricoté mes deux manches séparément et après je les ai cousues un peu à... Enfin ouais non ça va en fait, c'est là qu'à mon avis je vais vraiment avoir besoin de le bloquer pour un peu mettre ça un peu plus au propre parce qu'il y a des endroits j'ai dû quand même bien... Ouais voilà, bon bref. Donc on verra, au pire des cas, si les manches ça me convient pas comme elles sont, je peux toujours les découdre et du coup les faire en reprenant des mailles comme il faut. Donc, et ben voilà, écoutez les mailles du coup, les manches j'ai fait vraiment comme elle a dit, elles tombent nickel, il n'y a pas de souci, elles sont près du corps, vraiment elles tiennent bien au corps avec le corps du pull qui est un peu boxy, donc ça va être sympa, mais je vous montrerai ça bien une fois que je pourrai le porter après qu'il soit bloqué. Ben voilà, j'ai rien d'autre chose à vous dire sur ce week-ender, à part que ben, j'ai bien de le porter, voilà, le seul, ouais, juste le col bateau, c'est vrai que bon avec le poids ça va descendre un petit peu, mais bon j'espère que ça va pas trop me gêner quand même, on verra. Parce qu'à la base j'avais de la laine pour en faire un deuxième, mais bon on va déjà porter celui-là et on va se décider si ça me plaît ou pas, on verra bien. Et pour finir les projets finis, je vais vous présenter le châle que j'ai tricoté pour ma sœurette. Alors Marianne, ma choupinette que j'aime d'amour de toute ma vie, de tout mon cœur, si tu regardes ce podcast et que tu n'as pas encore reçu ton châle chérie d'amour, tu peux zapper jusqu'à la section suivante pour ne pas te gâcher la surprise. Merci. Pareil pour le beau-frère, la maman ou les enfants. Pop, section suivante. Il y a le sommaire avec le compte minute jusqu'à la première section. J'ai bien calé ça à la fin des projets finis, exprès pour que vous puissiez avoir le tampon de la prochaine section niveau minute. Voilà. Pour les autres, voilà, je vous présente le chat à choupette. Et voilà, et là vous vous dites, bah dis donc, il ressemble vachement au châle que tu portes là autour du cou. Bah oui, c'est le même. C'est le même modèle. C'est le modèle Flyaway Twist de Veera Välimäki. Donc voilà la page. Mais c'est pas du tout la bonne page que j'ai envie de vous montrer, en plus c'est celle-ci. Voilà, Flyaway Twist de Veera Välimäki, donc designer finlandaise, hein, que beaucoup de gens vont connaître parce qu'elle ça fait un moment qu'elle tourne sur la scène et qu'elle nous fait des patrons à Ravelry, enfin indépendants qu'on peut trouver sur Ravelry. Ce patron est issu du livre Interprétation volume 4, c'est une collection interprétation, ce sont des collections que Veera Välimäki et Rory Locatelli font ensemble. Il y en a 5 ou 6 maintenant je crois, là c'est numéro 4. Le patron est disponible individuellement en anglais seulement. Et voilà, donc je l'avais moi fait pour comme modèle d'exposition pour ma laine. Donc je vous le montre, je vous le déplie, allez hop. Et je l'ai encore, non c'est bon, j'ai mis dans mon sens. J'ai utilisé de la Rambler dans la collection Hattie et en bordure, enfin la couleur solide c'est Brooklyn Sunset sur du Wanderlust 4ply fingering. Et voilà. Hop.
Et donc je m'étais dit, quand ma soeur avait choisi sa couleur, enfin ses couleurs sur ma boutique Etsy, alors que moi je voulais utiliser de la laine de mon stage, je me suis dit, ah ben il faut quelque chose de deux couleurs. Et je me suis dit, ah ben tiens, brioche, très bien. Puis comme j'avais déjà tricoté ce patron, je m'étais dit, ah, la forme ça va sûrement lui plaire. Donc voilà, je me suis lancée et mais du coup j'ai inversé. Après les couleurs, au lieu de faire les tachetés speckles d'abord en couleur principale, on va dire, et de finir avec la bordure en couleur solide, j'ai fait la couleur solide en couleur principale parce qu'après c'était une de vraiment qu'elle a choisi pour finir avec les speckles. Donc la laine, la bleue, c'est Fjord, le coloris Fjord sur la base Wanderlust 4ply 100% Bluefest Leicester. Et la couleur de bordure, est-ce qu'on voit un peu? Alors, je ne vois pas du tout ce que je vous montre. Allez hop, c'est la bien-aimée Merino Singles, donc comme son nom l'indique, c'est du mérinos, dans la couleur Amy's Sweater. Et donc voilà, et ben franchement j'aime beaucoup, ça va bien ensemble. Là je pense que ça va bien lui plaire à la choupette. Ben écoutez, pas grand chose à vous dire, je vais juste parler un peu de la construction si ça vous intéresse. Je sais plus ce que je veux dire. On commence par en fait le petit bout là du bleu ou de votre première couleur, on va dire, et on fait un triangle donc avec des augmentations un peu en asymétrique pour se retrouver avec un long triangle. Après on commence la brioche et donc du coup ça nous fait un méga triangle très allongé. En fait il y a beaucoup plus d'augmentation sur la bordure que va y en avoir, et en fait on va même diminuer sur ce côté là de la brioche, hein. Donc voilà, avec des répétitions une section de 8 rangs brioche qu'on répète une quinzaine de fois. Et après on va venir donc récupérer, tricoter toutes les mailles encore vives de la brioche, du côté brioche, hop hop hop. Et après on va reprendre, repiquer les mailles tout au long de la bordure là du bleu. Et après on vient faire ou non, même peut-être plus l'inverse en fait, on va finir là, on va casser, enfin couper le fil, et en fait on va reprendre de ce côté là, oh je sais plus de quel côté, enfin bref, on tricote les mailles brioche, on reprend les mailles de l'autre côté, dans l'un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Et après on vient faire la bordure avec un jeu de rangs raccourcis pour donner ce côté bordure asymétrique avec une espèce de tournant avec des augmentations, tous les rangs en vert je crois. Enfin bref, il y a une espèce de truc comme ça. Hop là, voilà. Donc ayant fait ce premier châle, je savais que j'allais sûrement arriver à court de ma laine, de ma deuxième couleur, donc de la bien-aimée, si je faisais toutes les répétitions de la brioche. Donc du coup j'ai fait, au lieu de, je crois que doit y avoir 15 répétitions totales, ou 14, des 8 rangs de brioche dans la section brioche, et du coup j'en ai fait une de moins, donc si on va dire il y en a 15 total, j'en ai fait que 14. Parce qu'aussi, je veux dire, moi quand je remonte les mailles, là, je remonte comme ça me chante en fait. Je vais pas compter exactement le nombre de mailles qu'il y a. Et après, je fais les rangs raccourcis jusqu'à ce que j'arrive au bout, que ça fasse un peu propre, quoi. Parce que j'ai pas envie que j'arrive là et qu'après ce soit tout nu, quoi, en fait. Tu vois, que j'arrive là et qu'après il n'y a plus qu'un gros bout où c'est juste du rabat de mailles, c'est pas très très joli. Donc voilà, donc je savais que si j'omettais une répétition des rangs de brioche, des 8 rangs de brioche, je savais que j'allais retomber sur mes pattes et il me reste vraiment 2 boulettes.
Donc c'est très bien, j'ai bien géré mon coup. Est-ce que d'ailleurs il me reste, attendez, est-ce que ça va être là-dedans? Vu que je suis très organisée. Non, je ne sais pas où c'est que j'ai mis mes restes pour de laine de ce châle, donc bah, tant pis. Et ben donc voilà. Et j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de dire ben, donc voilà, et ça marche pas du tout. Tant pis. J'espère que ça va lui plaire et qu'elle va nous porter ça, son joli châle tout coloré à la Réunion pour faire la starlette sur l'île. Voilà, allez, projet en cours, on est parti. Projet en cours numéro 1 et c'est, je vais vous parler du crochet. Oui, vous vous rappelez si vous avez vu mon épisode 3, je crois. Ben voilà, donc c'est le Trailing Wake châle de Joanne Scrace de The Crochet Project que j'avais commencé lors de ma Garter Stitch Retreat en début juillet. Et en fait, ben voilà, en fait j'ai fait quelques rangs, on dirait pas, mais si, ça a un peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je suis arrivée à la moitié du patron en fait. J'ai fini toutes mes augmentations et là j'arrive au point où en fait il faut faire augmentation. On va garder le même nombre de mailles jusqu'à la fin. Mais ça va être un jeu d'augmentation et de diminution de chaque côté de l'arête du milieu. Là on va pas des masses parce qu'elle est pas... J'ai pas fait un super travail là-dessus et donc en fait pour que ça parte un peu asymétrique. Le problème c'est que j'ai beaucoup de mal avec le crochet et du coup c'est pas très intuitif et que jusqu'à présent j'ai dû compter le nombre de mailles de chaque côté de mon épine dorsale on va dire de la colonne vertébrale du châle et du coup ouais voilà du coup là en plus ça va faire beaucoup de mal à chaque fois à compter enfin voilà ça va être un peu compliqué, je trouvais ça un peu compliqué, je savais pas trop comment faire pour me démerder à avoir le bon nombre de mailles. En fait le week-end dernier en étant à Édimbourg je discutais avec ma copine Sol qui à la base est quelqu'un qui fait du crochet avant de faire du tricot, maintenant qui fait tout trop bien. Mais bon bref, elle a fait ce châle Trailing Wake déjà et elle m'a dit ah mais tu sais, mais moi je compte pas mes mailles, j'ai sûrement pas du tout le même nombre de mailles qui est écrit sur le patron. Ah oui c'est elle-même qui est très bonne en crochet me dit ouais l'épine dorsale c'est pas facile à gérer. Elle m'a dit t'embête pas pour le nombre de mailles, à partir du moment où tu fais tes diminutions et tes augmentations de chaque côté comme le patron te l'indique pour partir en diagonale, en symétrique. Voilà, ce sera bien. Après, je veux dire, une fois porté, personne ne voit la différence. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est pas bête la technique. Donc voilà, donc je pense que je vais le faire, c'est je vais le reprendre et je vais peut-être l'emmener avec moi justement à Yarndale, le festival tricot, enfin laineux et tricot à la base où je voulais l'avoir fini pour le voilà. Mais pour travailler ça va être un modèle d'expo à moitié fini. Après même si voilà, on va voir si j'arrive à mettre quelques rangs puis après on va le finir tranquillement au cours de l'automne-hiver hein. On va bien y arriver parce que je l'aime bien, il va bien aller avec mon imperméable aussi, c'est un peu pour ça que j'avais choisi les couleurs, donc j'aimerais bien l'avoir fini, un de ces quatre. Comme on dit modèle d'expo, donc je vais vous rappeler dit laine à moi, Phileas Yarns et c'est du Wanderers 4-ply, donc du Blueface Leicester en coloris Monk Friends, le bleu marine et le gris qu'on voit bien sur le gros morceau là, c'est le coloris Quai de Seine. Donc voilà. Forcément, c'est bien moi, j'ai pas choisi le modèle le plus facile pour me remettre au crochet. Bravo Sylvie.
Allez, bon, on va y arriver hein, quand même. Hein. Allez. Et puis j'ai commencé un nouveau pull, j'ai mis en aiguille il y a quelques jours et j'ai pas beaucoup du tout avancé. Mais bon, je vais vous le montrer quand même. Alors le patron, c'est, je vous montre la page là, le Arata sweater de Jennifer Steingass que beaucoup de gens vont connaître. Hein. Beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens qui tricotent ces pulls avec les encolures et empiècements jacquard. Jennifer Steingass est aussi connue sur les réseaux sociaux knit.love.wool. Le Arata sweater que je vais vous montrer à quoi il ressemble là. Attendez, pardon. Oula, je perds toutes mes feuilles. Voilà, donc le Arata sweater, c'est un jacquard, donc empiècement jacquard en fingering, donc en laine fine, avec option à 3 couleurs, avec une couleur principale et 2 contrastes, ou option à 2 couleurs avec juste une couleur principale et une contraste. Moi je fais la version à 2 couleurs. Et après il va y avoir option pour les manches aussi, manches ballon ou manches un peu plus serrées avec de longues côtes. J'ai pas encore décidé vraiment laquelle quel type de manche j'allais faire. Donc voilà, donc avant de vous raconter quelle laine j'utilise et l'histoire derrière les laines, le pourquoi du comment du machin, voilà, j'en suis là. Ça roulotte horriblement parce que j'ai tricoté, il n'y a rien quoi. Je viens à peine de commencer le jacquard, donc voilà, ça va être le devant. Voilà, j'ai fait genre 4 ans de jacquard, c'est magnifique, je n'ai rien fait. Je tricote ça en aiguille 3.5, qui est l'aiguille recommandée par Jennifer Steingass, donc j'ai fait un échantillon à nickel. Juste les quelques rangs, donc vous voyez l'encolure n'a pas de cote, c'est une encolure qui roulotte comme ça, donc c'est vraiment genre tricoté 5 rangs en jersey en droit, en rond, donc c'est vraiment pas dur, mais en aiguille plus fine que le reste du pull. Donc elle recommande un 2.75. Forcément moi j'ai commencé, j'ai même pas regardé le numéro d'aiguille qu'elle recommandait, j'ai fait ça en 3 mm. Bon, c'est un peu plus épais, mais à la limite c'est pas grave, ça fait moins serré, c'est très bien, ça va pas déranger. Donc voilà, donc niveau du patron là, j'ai fait mes rangs raccourcis pour donner un peu de profondeur à l'encolure, voilà. C'est des rangs raccourcis à l'allemande. J'ai complètement oublié comment on faisait ça, mais une fois que je me suis rappelé, c'est... Mais pourquoi je les fais pas plus souvent? C'est vachement bien. Donc voilà, j'aime beaucoup sa manière de faire des augmentations. Jennifer Steingass avec des augmentations invisibles. En fait, elle fait un jeu de une maille glissée, elle vient récupérer une maille en dessous de la maille glissée et la tricoter sur l'envers. Donc du coup, enfin voilà, c'est vraiment... on voit rien quoi, il n'y a pas de barre qui va à droite à gauche, c'est propre quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, quand j'ai la flemme de penser, il faut que j'oriente à gauche, il faut que j'oriente à droite, c'est comment, je fais du invisible. C'est très bien. J'ai décidé. Donc les laines, après tout, c'est de ça dont je vais vous parler. Les laines, alors à la base, je vais commencer par vous présenter la laine contraste, parce que c'est de là d'où tout est parti. C'est de la Brooklyn Tweed Loft, qui est de la laine américaine, c'est du Targhee Columbia. Bon, c'est écrit sur l'étiquette, je ne sais pas si vous allez voir, mais il va falloir me croire sur parole. Hop. Qui est élevé dans le Wyoming. Donc voilà, dans le coloris météorite, alors là vous voyez c'est un coloris donc brun foncé avec des petites pépites de couleur pour faire un effet un peu tweed. Brooklyn Tweed.
Donc voilà, avec un peu du jaune vert, du bleu, du rouge. Et donc j'avais récupéré ça dans un déstock d'une copine. Oui, encore un déstock d'une autre copine, ma copine Lee. Et qui nous avait fait ça pour genre 5 € les chevaux. Vraiment pour se débarrasser tout ce qu'elle avait mené sur la table. C'était ouais, 5 € les chevaux. Peu importe, c'est des chevaux de 100 grammes, tout ça. Vu le prix de la Brooklyn Tweed neuve, je ne vais pas m'en plaindre. C'est très cher la Brooklyn Tweed, très très cher. Et donc voilà, donc j'ai récupéré 3 écheveaux de ça. Et c'était genre très peu de temps avant que je parte pour le fil de la Manche. Donc le festival de laine, le fil de la Manche qui se passe en Normandie. Et donc voilà, donc j'avais pris avec moi pour le fil de la Manche en mission je trouve une couleur qui va avec, parce que je m'étais décidée avant de partir de trouver une laine pour me faire un pull en utilisant la Brooklyn Tweed en contraste. J'avais quelques patrons de pull qui me plaisaient bien, donc ça dépendait de ce que j'allais trouver. Et dans ma liste des choses que j'avais envie d'aller regarder au fil de la Manche, il y avait Boucle Laine. Donc je suis allée à Boucle Laine, sur le stand de Boucle Laine, et du coup j'ai un peu mis cette laine de Brooklyn Tweed à côté de chaque laine sur l'étagère qu'ils avaient pour trouver le bon coloris avec lequel ça allait. Et je me suis calée sur le coloris verdier. Parce que mine de rien, les petites pépites jaunes, elles sont pas jaunes. J'en fais mélanger avec le brun. Au final, ça fait une espèce de un peu vert. Donc voilà. Donc je m'étais dit, on s'était dit, parce que du coup, j'ai papoté avec la madame de chez Boucle Laine. On s'était dit que c'était le meilleur. Ça allait bien ensemble. Donc du coup, voilà. Et voilà, donc Boucle Laine, c'est l'arobase Merino Angora 10. Donc en 90% Mérinos d'Arles, 10% d'Angora, donc tout élevé en France. Ça, Boucle Laine, je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter. Enfin, du moins de présenter ça aux Français de France. Autre francophone, oui, Boucle Laine, c'est de la laine 100% française, élevée, traitée, filée, teinte, tout. Enfin, traitée, même pas, dire elle n'est pas traitée, quoi. C'est de la laine qui n'est pas traitée, super wash, rien du tout. Donc voilà. Donc la laine verdier, j'ai pris 3 écheveaux de 100 grammes, ça m'a coûté quasiment rien. Je veux dire, donc ça, entre ça, les 5 € l'écheveau, j'en ai 3, mais je pense que si j'en utilise 2 en tout, à tout casser. Et la Boucle Laine, faudra que je regarde, mais c'est vraiment donné, quoi. Franchement, si c'est 10 € les chevaux, je pense même pas que ce soit 10 €. Ouais. 10-12 € les chevaux, à mon avis, un truc dans le genre. C'est vraiment pas cher du tout. Voilà, donc à la base, le patron que je m'étais dit que j'allais tricoter, c'était le Ingalls de Kathleen Hunter. Puis une chose et l'autre, j'ai changé d'avis. Je m'étais dit, ouais, peut-être pas le Ingalls au final. Et le Ingalls, à la base, parce que j'ai le Laine Magazine dans lequel il a été publié d'abord. Donc je m'étais dit, oh, je vais utiliser les patrons que j'ai. Puis au final, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de tricoter le Ingalls, je vais aller chercher un autre patron. Et j'ai été vraiment contente dans mes recherches au final d'être tombée sur ce patron de Jennifer Steingass, parce que j'en ai beaucoup parlé. J'aime beaucoup, moi, le jacquard, c'est ce que j'aime vraiment tricoter le plus. Et du coup ça faisait un moment que je m'étais dit ouais, ce serait pas mal de trouver un patron, mais ceux que j'avais vus, enfin ouais, sympa, mais je savais pas trop, ouais, sans plus. Et là quand j'ai vu ce patron là et que j'ai vu qu'il y avait la version 2 couleurs, et puis que j'ai vu des gens qui ont fait des versions 2 couleurs, je me suis dit ouais, c'est celui-là. En plus le jacquard en lui-même, le motif me convient beaucoup plus que celui du Ingalls, donc c'est nickel. Je suis ravie. Pour l'instant, je peux pas trop vous raconter après le reste de comment se passe le pull, parce qu'il ne se passe pas grand chose pour l'instant. Donc voilà, il va falloir être patient, et il faudra revenir dans les
au moins deux prochains épisodes parce qu'à mon avis je ne vais pas le finir en un mois. J'ai pas mal la bougeotte en octobre en plus, donc je pense que je vais emmener d'autres choses que ça pour mes tricots voyage. Mais voilà, j'espère pouvoir le finir pour les fêtes. Même s'il est vert et que ça fait très sapin, ce n'est pas un pull de Noël, disons plutôt que c'est un pull qui peut se prêter à l'occasion de fêtes de fin d'année. Voilà, parce qu'après moi je sais qu'au travail nous font la journée porte ton pull de Noël. Je n'ai pas de pull de Noël, j'ai un autre jacquard vert mais c'est vrai qu'il est assez épais, c'est du haran, donc voilà, donc peut-être celui-là fera peut-être plus l'affaire. Et puis pour changer un peu, ça fait au moins 3-4 ans que je me trimballe l'autre, que j'adore hein, mais donc voilà, donc il va se prêter à pouvoir faire les fêtes festifs mais relax, tu vois, avec une bonne paire de jeans, très bien. Ça va être nickel. Bon allez, je passe à la section suivante. Je vous emmène à Édimbourg et je vous emmène au marathon tricot, le Knitathon. Je vous explique tout bien dans la séquence, donc je ne vais pas m'attarder. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que je m'excuse un peu de la qualité du son dans la séquence. Déjà et d'une, bah forcément il y a beaucoup de gens dans les pièces ou dans le pub plus tard dans la séquence, et du coup beaucoup de bruit de fond, donc j'espère que ça va pas trop être désagréable. Et aussi il y a une partie où en fait que j'ai enregistré une voix off. J'ai enregistré une voix off sur... bon après j'ai minimisé le son de la bande son originale, mais bon la voix off je l'ai enregistrée sur mon ordinateur. Alors autant vous dire que la qualité de son par rapport à celle que vous avez là en enregistrant sur mon appareil photo, c'est pas la même. Mais bon, franchement j'avais pas envie de mettre des sous-titres. Donc je vous ai fait une voix off, j'espère que ça vous ira. Voilà, c'est juste pour vous dire que ouais, voilà, la qualité son, ouais, elle est un peu bof par rapport à l'ordinateur, par rapport à l'appareil photo. Et bon, et bien après je vous retrouve après cette séquence un peu balade pour la séquence Parlez-vous knitting. Bonjour, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui on est dimanche matin, il est à peu près 8h30 et je vous parle depuis chez mes amis à Édimbourg. Ce week-end j'ai décidé de venir passer le week-end à Édimbourg parce que j'avais pas fait depuis le mois de mars où j'étais là pour le Edinburgh Festival. Alors, autant vous dire que c'était tellement le stress et tellement fou que vraiment niveau qualité de passer du temps avec ses potes c'est moyen. Donc ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue et vraiment passer du temps, et le hasard fait que ce week-end certains de ses potes, certaines de ses tricopines organisent ce qu'on appelle le Knitathon, le Knitathon on va dire en français, qui est donc un marathon du tricot. Knitathon, marathon, c'est comme le Téléthon mais version tricot en fait, voilà. Et donc voilà, c'est super en fait, je suis super contente de pouvoir participer cette année. J'avais à chaque fois que les précédentes années où elles avaient fait ça, j'étais pas dispo, et mais voilà, là c'est super. Et donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous faire participer un petit peu aussi. Alors le Knitathon, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des copines à moi qui font partie de mon ancien groupe de tricot. J'ai habité à Édimbourg pendant 9 ans. Avant de bouger sur York, et donc forcément ben voilà, j'ai gardé contact avec les copines du groupe de tricot. Il y a ma copine Denise, ma copine Patricia, après je pense qu'il y a quelqu'un que je connais pas forcément dans le groupe, mais il y en a que je connais après que je sois partie, que j'ai rencontré au fur et à mesure des visites. Et il y a aussi ma copine Jess qui tient la boutique Ginger Twist Studio.
qui peut-être vous parler un petit peu plus si vous avez fait un tour en Écosse, à Édimbourg, et parce qu'elle a une boutique de laine à Édimbourg, et aussi parce qu'elle teint sa laine à la main et qu'elle fait le Edinburgh Yarn Festival et des trucs comme ça, donc peut-être que ça va vous parler un peu plus. Bon, bref, donc ces copines, ce petit groupe de tricopines à l'intérieur du groupe de tricot, qui est quand même assez grand maintenant, ont créé une espèce de mini-groupe qui s'appelle Folk for Folk. Et donc tous les ans, ils organisent le Knitathon, qui est donc un marathon tricot, pour relever des fonds et produire des choses tricotées en même temps pour une association. L'association de cette année, ça s'appelle Kids Love Clothes, pardon, qui est donc une association qui est basée sur Édimbourg et qui s'occupe... alors attendez, je lis sur mon... Oui, voilà, je lis mon petit machin sur le téléphone pour m'assurer que je vous dis pas des bêtises. Et qui donc qui s'occupe de pourvoyer... je suis encore à ma tasse du thé du matin, le cerveau pas très réveillé, de subvenir aux besoins, on va dire, plus un peu correct, subvenir aux besoins vestimentaires des enfants dans des familles un peu défavorisées financièrement, pas en forme. Donc voilà, donc le Knitathon, il va durer 12 heures, de 10 heures du matin à 10 heures du soir, et pendant ces 12 heures, on va tricoter des petites choses de la collection Simple de Tin Can Knits. Donc ce sont tous des patrons gratuits pour des choses vraiment simples à tricoter, des bonnets, des mitaines, des écharpes, des petits pulls aussi. Le flax, ça en fait partie. Donc voilà, donc je ne pense pas que je vais m'attaquer à un flax, même si c'est pour des enfants, hein. On va se limiter peut-être bonnet, mitaine, je le sens bien. Donc voilà. Jess par contre, elle tricote super vite. On l'a surnommée dans une émission télé une fois le Usain Bolt du tricot, tellement elle tricote vite. Donc elle va peut-être se faire un flax, on verra. On vous tiendra au courant. De toute façon, je vous emmène avec moi, donc vous allez bien voir. Et donc voilà, donc on va tricoter pendant 12 heures, et à côté de ça aussi, il y a de relever des fonds monétaires, des sous vraiment pour donner à l'association, pour les aider un peu plus. Et ça se fait ou par une page internet, alors je sais pas comment on dit en France, mais voilà, en fait, vous donnez des sous sur internet, là, une page dédiée pour ça, sur un site internet qui ne fait que ça pour plein de gens. Et aussi une tombola qui est organisée dans la boutique Ginger Twist Studio, où on peut gagner des chouettes prix de laine et d'accessoires. Il y a pas mal de gens qui ont donné des prix, dont moi. Donc c'est vraiment sympa. J'espère que ça va être un vrai succès cette journée. Enfin moi j'ai bien hâte. Donc voilà. Donc ces 12 heures vont se dérouler en 2 temps en fait. Le premier temps pour des raisons pratiques en fait, hein. Dire c'est quand même assez difficile de trouver un endroit où tu peux te poser 12 heures pour tricoter non-stop avec un peu les conforts qu'il faut. Donc on va commencer les 6 premières heures, donc de 10 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. On va être dans le studio de teinture de l'atelier de Jess, qui est dans un bâtiment, un collectif d'artistes en fait, donc c'est assez sympa. J'y suis jamais allée, j'ai bien hâte de voir ce que c'est. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans cet endroit, donc c'est vraiment le cœur du groupe de tricot. Mais vu que je suis un membre original de ce groupe de tricot, je suis un peu invitée d'honneur, comment vous dire, tapis rouge. Et après, de 4h à 10h du soir, on va tricoter au pub, le pub où ce groupe de tricot se réunit en général tous les lundis en fin d'après-midi.
qui est un peu plus loin que le studio, mais vraiment voilà, c'est pas central, mais c'est jamais très loin. Je crois que ça s'appelle le Barrel House dans le quartier qu'on appelle le Loch End, au Loch End. Donc voilà. Bon, allez, moi je vais finir mon thé vite fait, puis après je vais aller me doucher, préparer mes petits sandwichs, et puis des choses comme ça, quoi. Puis mettre mes laines et mes aiguilles et tout ça, et bien sûr essayer de me rappeler qu'il faut que je télécharge les patrons aussi, ce serait pas du luxe. Ben voilà, bon ben j'espère que je vais pouvoir vous prendre quelques images et que ça va être sympa, moi de participer et vous de regarder. Yeah. Oh yes, you're crocheting. That's true. I mean, as in today, I know you're crocheting. Yeah, I do. Because normally I would have my notions first, but for some reason Is that I'm the like, right level? printed. Yeah, it's good. So this year, because they always put us like, now that we're going to be in the botanics, we're sitting down like about like biology at all. It'd be a little bit it's weird. You have super smart children coming out. Et voilà, il est midi, ça fait 2 heures qu'on a commencé. Alors on peut, c'est clair que on est dimanche matin, tout le monde est un peu dans le pâté et avec quelques difficultés à démarrer et à monter ses mailles, mais éventuellement c'est bon, on est parti. En 2 heures, on a déjà 2 bonnets finis, un en crochet qui a été crocheté par Sol, qui est juste qui est super en crochet, hein, je veux dire, ça c'est pas, c'est son dada, et puis en plus elle a doublé le fil, donc c'est un peu un chunky, donc ça va, hein, ça va vite. Et bien sûr Jess, hein, ça c'est surprise, Jess nous a fini son petit bonnet en 1 heure. Donc voilà, vous avez sûrement vu qu'il y a beaucoup de gens qui tricotent la même laine. Ça c'est parce que la marque West Yorkshire Spinners nous a fait, a fait un don pour le knit-a-thon, c'est super quoi. Donc du coup ils nous ont donné tout un tas de laine Tequila Sunrise de Worcestershire Spinner, c'est le signature of Aaron, je sais plus, enfin bref, du Worcestershire Spinners. Et voilà, et aussi j'avais oublié, on me l'a rappelé dans les discussions qu'on a depuis 2 heures, le knit-a-thon à la base c'est ça part d'une idée qui est dans un épisode de Gilmore Girls, la série où les caractères de Gilmore Girls tricotent pendant 24 heures pour relever des fonds pour je ne sais quelle association, quelle occasion. Donc voilà, c'est un peu notre version à nous de ça. Allez, on est reparti. Là, c'est la tasse de thé et on est reparti. Il est 2 heures de l'après-midi. Ça fait 4 heures qu'on tricote. Et j'ai fini une mitaine et j'ai une moufle. Et je viens juste de mettre en aiguille la deuxième. No, and then people are saying, oh, she just blocked someone for no real reason, and then the person she blocked said, oh, why are you blocking me? And she kind of goes, I think it's just the person noticed because she wanted to check
something on the I side. still actually No, that's okay. everything she cares about. No, it's just Like, and then you see them cutting about at like the same night. It's skin. But like, there's so many drag queens actually in this area. sorry. I don't know who got Oh, Patricia did. Donc voilà, on est à la moitié du Nitaton. On est donc juste après 4 heures de l'après-midi et là on bouge depuis l'atelier de teinture de Jess pour le pub. Donc de 3 à 4 heures, Jess nous a fait une petite démo de teinture que je vous partage un petit peu. Voilà, j'ai un peu filmé avec son autorisation. Et voilà, donc autant vous dire que moi quand je fais de la teinture c'est pas du tout ça, hein. On a des techniques bien différentes et aussi une installation bien différente. Moi je teins dans ma cuisine avec sur mes plaques de normal. Donc voilà, donc c'est une des manières dont on peut faire la teinture, mais pas que ça. Donc voilà, bon allez hop, plein de gens pour tricoter. Jessica va nous teindre 2 différentes bases de laine mais avec le même bain pour voir les différents résultats. Alors déjà elle met du vinaigre dans de l'eau qui est déjà mis à chauffer. Elle a déjà fait ses bains déjà. Le première marmite, ça va être la couleur Melon Balls on Fire. Et avec la même quantité de teinture, elle met la couleur Crunchy Leaf dans l'autre marmite. Alors pour Melon Balls on Fire, elle va utiliser une base de laine blanche. C'est une base de laine à chaussettes. Elle teint 5 écheveaux à la fois. En général, c'est ce qu'elle fait. Elle mélange, elle mélange bien. Ça fait un joli orange déjà, on voit. Elle aime bien mélanger comme il faut un petit peu pour que la teinture se disperse de partout. Certains coloris, elle ne cherche pas ce résultat, mais en général, elle aime bien les demi-tonaux, les demi-tons. Et elle veut pas trop de morceaux blancs sur sa laine teintée. Alors, pour commencer, elle fait tremper la laine dans de l'eau du robinet à température ambiante avec un peu de shampoing. Ça permet à la fibre de s'ouvrir et parce que si on met la laine à sec dans la marmite, ben, ça marche pas très bien en fait. Just so cute. Passer plus que 2 heures avant que ce soit fini. On commence à sentir la fatigue un petit peu là quand même, mais bon. On a 14, à peu près 14-15 objets finis à donner et on a réussi à relever les fonds. L'objectif a été atteint de 1000 livres sterling, donc c'est vraiment très bien. Dans
la rubrique Parlez-vous knitting. Aujourd'hui, on va parler chaussettes. C'est là juste la première partie des chaussettes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, on va parler de construction de chaussettes et de terminologie pour les. Vous pouviez vous naviguer dans les patrons de chaussettes en anglais. Alors pour cela, je vais reprendre ma chaussette, une de mes chaussettes Wow sur mon petit bloqueur. Ce sera plus facile de vous montrer les choses et de vous expliquer comme ça. Je vais aussi vous montrer d'autres paires, enfin d'autres chaussettes, d'autres moitiés de chaussettes, de paires de chaussettes qui ne sont pas dans le même état que celle-ci que je viens de terminer. Ce sont des chaussettes que je porte déjà certaines depuis un bon moment, donc elles sont un peu dans un état, mais elles sont propres. Avec un peu de poil de chat parce que ça vit dans une boîte où le chat, ma boîte à chaussettes, le chat aime bien dormir dedans. C'est un spot sieste préféré, un des spots sieste préférés de Bougnette. Donc il risque d'y avoir des poils de chat plein votre écran. Bref, donc les chaussettes. Les chaussettes, ce n'est pas difficile à tricoter, ça suit une séquence, c'est toujours la même, que vous tricotez d'en haut en bas ou de bas en haut, ça va toujours être la même chose, avec des variantes quand on arrive surtout au talon et à la pointe. Mais alors déjà, pour chaque débutant tricot chaussette va venir la méthode et le livre qu'on va préférer, qui va nous convenir le mieux. Pour moi, juste pour vous donner une référence parmi 1000, ma référence c'est Sock Anatomy de Claire Devine. C'est un livre qui n'existe qu'en anglais. Mais j'aime beaucoup la manière dont il est fait, les patrons qui sont proposés dedans me plaisent beaucoup. Enfin, Claire est une de mes designers chaussettes préférées, c'est une bonne copine à moi aussi d'ailleurs, qui est sympa, c'est une chouette nana. Donc voilà, donc après je pense que si vous voulez vous mettre aux chaussettes et que vous cherchez une méthode ou un bouquin pour vous introduire sur le sujet, regardez un peu ce qui se passe, un peu des livres à droite à gauche et trouvez une méthode qui vous convient de visuellement, ou vous pensez que ça va mieux marcher pour vous, si vous préférez plus d'images ou plus de texte, et il y a vraiment, je suis sûre qu'il y en a vraiment un sacré paquet et que vous allez trouver chaussettes à vos pieds. Ouais, le super jeu de mots. Allez, bon, on est parti. Donc, chaussettes, deux camps de chaussettes, le toe-up ou le cuff down. Toe-up, on parle de la pointe. Toe, c'est l'orteil. Et on remonte. Donc, on va up, toe, up. Et sinon, on a le cuff down, qui est l'opposé, le cuff. Ça, c'est le revers, un écoute là, et on descend jusqu'à la pointe, cuff, down. Donc voilà, cuff, j'ai un peu du mal. Je pense que au niveau de chaussettes, on va dire un revers, parce que sinon cuff, c'est le poignet, genre poignet du gilet, poignet du pull, mais ouais, bof quoi. Chaussettes, quand on parle de jambes, un revers, je ne sais pas. Voilà, bon bref. Moi, j'aime tricoter mes chaussettes cuff down, donc en partant d'en haut, donc je vais le prendre dans ce sens-là, mais bien sûr, je vais aborder des choses qui sont propres au toe-up. Je préfère le cuff down parce que je trouve que c'est plus facile à avoir une chaussette qui va à mon pied bien. Le toe-up, j'ai toujours du mal à trouver où commencer mon talon et remonter, enfin bref, et du coup je me retrouve avec des chaussettes soit trop longues ou souvent, très souvent, beaucoup trop petites et du coup il faut que je t'efface, enfin bref, c'est pas génial. L'avantage du toe-up par contre, c'est qu'on peut vraiment contrôler sa quantité de laine, parce qu'une fois qu'on a fait le pied, qu'on a tourné le talon, après c'est bon. Dire on peut y aller jusqu'à qu'il n'y ait plus de laine, il n'y a pas besoin de mesurer tant que ça et d'avoir peur de oh mon dieu, est-ce que je vais avoir assez pour finir ma chaussette.
Ça m'est déjà arrivé plein de fois sur le cuff down. Bref. Donc, on commence par, quand on commence par en haut, on va commencer par donc les côtes, les cuffs, le cuff, le revers, donc avec les côtes. En général, c'est des côtes, il peut y avoir d'autres choses hein, aussi, mais bon, en général, pour que ça tienne bien. Donc ensuite, on va faire la tige, donc en anglais, on dit simplement ça comme une jambe, c'est the leg. Donc très simple, hein, ça pour l'instant on tricote en rond, tout va bien. Ensuite on arrive donc au talon, the heel. Et là, trois types de talons. Et c'est très simple. Tout talon est une version d'un de ces trois que je vais citer. C'est que des améliorations, des versions, j'ai oublié le mot, des variations d'un de ces trois talons. Premier talon dont je vais vous parler, je pense que celui-là tout le monde va le connaître, c'est en général celui qu'on conseille aux débutants, c'est le talon après coup, le afterthought heel. Après coup, pourquoi? Parce qu'en fait, donc voilà une chaussette avec un talon après coup. En fait, on va tricoter toute la chaussette et après on va placer son talon à la fin. Donc on le met après coup. Afterthought, c'est après penser. C'est oh tiens, j'y pense après. Et si on mettait un talon? Donc il y a deux manières de faire, de placer son talon. Ou on le place à l'avance en mettant un fil provisoire de waist yarn. Là où on va mettre ce talon. Et après quand on arrive, on va reprendre les mailles en enlevant le fil provisoire. Et du coup on va se retrouver avec des mailles vives en haut qui rejoignent la tige et en bas par rapport à la jambe, et donc on va tricoter en rond en faisant les diminutions pour le talon. Ou alors on fait ça à la route, on tricote tout, on s'emmerde pas à chercher à placer son talon, et une fois qu'on y arrive, et ben on coupe carrément dans dans la chaussette la moitié des mailles, on coupe carrément dans le tissu. Moi j'avoue que j'ai pas encore fait de cette manière. Quand je fais un talon après coup, je mets le fil provisoire. Préférence, je sais pas, j'ai pris l'habitude, ça me dérange pas, donc voilà. Alors par contre, j'avoue que quand je fais un talon provisoire, pour ce que je fais en général, c'est que la première paire de chaussettes que j'ai fait en talon provisoire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon fil provisoire, j'ai tricoté genre peut-être un peu du pied, et après j'ai mis donc ces mailles là en attente et j'ai tricoté mon talon, et après j'ai fini mon pied pour que je sache par rapport quand est-ce qu'il fallait que je commence ma pointe. Comme ça au moins je savais, parce que c'est un peu chaque talon va avoir plus ou moins de retrait par rapport à la pointe de votre pied, plus ou moins de distance. Donc si vous savez pas trop, il y a toujours les patrons vous dire oh il faut tricoter jusqu'à 2,5, enfin on va dire 5 cm avant le bout du pied, mais bon selon votre tension niveau compte de rang, ça va tout dépendre. Donc moi j'avoue que j'aime bien les essayer pour savoir quand est-ce qu'il faut, je sais à quel point de mon pied il faut que je commence à ma pointe. Bref. Deuxième type de talon, je n'ai pas fini, ce sont les talons en rang raccourci, de short row heels. Voilà un exemple que j'ai bien visé, comme vous voyez sur le bout du talon. Mais là si je me rapproche, vous voyez, et en fait c'est un peu, voilà, et encore plus court à un niveau que le talon après coup. Il faut donc on tricote la jambe, et après on fait des rangs raccourcis pour diminuer le nombre de mailles sur l'aiguille, et quand on arrive à un certain nombre, on va re-augmenter en repiquant dans les rangs, dans là où on a fait les wrap and turns, donc on a tourné pour les rangs raccourcis pour re-augmenter, et du coup se retrouver sur le nombre original de mailles. Donc voilà, vous voyez en fait sur le talon après coup, voilà, on a une espèce ça fait un espèce de carré
dans la chaussette. Là, ça le fait aussi, mais un peu plus petit. C'est un peu plus court. Donc voilà, je pense que le plus connu des... alors le premier des rangs raccourcis, c'est que beaucoup de gens se plaignent que ça fait des trous. Parce que c'est toute une technique pour ce qu'on appelle réparer les wrap and turns, quand on tourne, tu sais, qu'on fait passer la maille, on fait tourner le fil et on remet sur, et du coup ça fait une double maille, et si on la répare pas, cette maille qu'on a tournée, et ben ça fait des trous. Et du coup il y a plein de gens qui se plaignent de trous dans les talons à rangs raccourcis. Et du coup, le patron qui devient très très connu parce qu'il évite tout ce problème, c'est un talon un rang raccourci sans en être un vraiment, c'est le Fish Lips Kiss Heel de Sock Therapist. Moi je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai pas le patron parce que c'est pas un talon que j'affectionne particulièrement, donc je n'ai jamais eu vraiment l'utilité de faire ça, et puis j'avoue que même les rangs raccourcis de base me dérangent pas plus que ça. Et le troisième type de talon, on va dire le talon de base, qui en fait se compose de deux parties, en anglais dans le texte. Le heel flap and heel turn. Donc en fait on va faire la jambe, et on va faire une espèce de volet, une espèce de clapper en faisant des rangs aller-retour. Au lieu de tricoter, on s'arrête de tricoter en rond et on fait un petit volet, un petit rectangle en rang aller-retour. Et après on va faire vite un petit peu, vraiment très peu de rangs raccourcis. Et avant de pouvoir récupérer donc des mailles sur le côté de notre petit volet en jersey ou autre, je vais en revenir après, pour faire le gousset. Le gousset, donc de gusset en anglais. Gusset, donc on va venir après diminuer pour retourner sur notre compte de mailles à la base. Si on fait du cuff down, on diminue. Si on fait du toe up, on va augmenter les mailles pour... donc dans ce sens-là, on va augmenter pour arriver à notre gousset. Le clapper, le volet, le heel flap, là par contre c'est un peu comme vous le sentez. Là pour le coup il y a des rayures, c'est juste du jersey, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Après on peut faire un talon, ce qu'on appelle un talon renforcé. En fait c'est que votre clapper, donc votre talon, le heel flap, va se faire avec un jeu de mailles glissé tous les deux rangs, et du coup ça fait une espèce de texture un peu plus épaisse. Il y a aussi, on peut faire, j'aurais pu faire du jacquard carrément, ça aurait fait aussi cette espèce de double épaisseur. Les talons renforcés, donc avec juste les mailles glissées de base, si on fait les mailles glissées au même endroit, ça fait des rayures. Si on les fait en quinconce, ça va nous faire une espèce de petit quadrillage, on appelle ça un œil de perdrix, Eye of Partridge. C'est ça. je sais plus. Et voilà, après vous allez trouver aussi des talons où il va y avoir un motif sur la chaussette ou sur derrière, genre une torsade ou la chaussette qui est tout en côte, et du coup le talon va se retrouver dans la continuité de ce motif aussi, par exemple. Voilà. Donc tout talon, dans tous les patrons chaussettes, en fait, ça va être une variation d'un de ces trois talons. Donc le talon après coude, the afterthought heel, le talon rang raccourci, short row heels, ou le talon heel flap and heel turn, qui est un talon, on va dire, classique. Et donc on arrive au gousset, comme je l'ai dit. Donc le gousset va se retrouver avec plus de mailles que vraiment, parce qu'en fait le gousset va venir
au coup de pied. Le coup de pied, c'est la partie, l'espèce de courbe à l'avant du pied. Et du coup, bah forcément, quand la distance entre le bout du talon et le coup de pied, le creux du coup de pied est beaucoup plus est quand même plus large que ou juste la jambe ou juste le pied. La circonférence est plus grande, donc forcément il y a plus de mailles. Alors après, moi personnellement, j'ai un coup de pied qui est assez haut. Donc il me faut en général encore plus de mailles pour mon gousset. Donc il faut que en général je rallonge mon talon pour pouvoir récupérer plus de mailles sur le côté et du coup augmenter le nombre de mailles de mon gousset. Alors qu'est-ce que je veux dire par est-ce que j'ai le coup du pied assez haut? Alors moi je sais qu'il est haut parce que quand je mets une paire de bottes en cuir, on va dire, je vais avoir le cuir là, la courbe en fait qui va venir me taper, limite me couper, venir me faire mal là quoi. En fait, parce que c'est trop haut, c'est trop en avant par rapport à la botte qui est fait pour un pied standard, on va dire. Pareil avec des chaussures, j'en mets Converse montantes où je vais pas pouvoir serrer les lacets pour que les deux côtés se rencontrent. En fait, ils sont vachement écartés, il y a des lacets. C'est comme ça, hein, c'est mon pied, il n'y a rien de particulier. Enfin, je dirais très bien mon pied, mais bon, voilà, j'ai un coup de pied qui est assez haut. Donc du coup, quand je tricote des chaussettes, c'est pour ça que je préfère hein, personnellement les talons classiques. C'est plus facile à adapter hein, pour mon pied et pour mon talon et pour mon coup de pied, mon gousset. Que les autres talons. Vous m'avez vu dans d'autres épisodes faire des chaussettes avec un talon après coup sur lequel j'ai rajouté un gousset. Ça marche plutôt pas mal. Moi je sais que les talons ou en raccourci ou après coup ne me vont pas top parce qu'en fait je vais partir à la chaussette et mon talon il va se retrouver en dessous de mon pied en fait. Il va glisser, ça tient pas bien vraiment, c'est au corps de ma jambe, au corps de mon pied, et du coup il va se retrouver à glisser et passer en dessous, rien quoi. Voilà. Donc nous avons notre gousset, on revient, on a fait nos diminutions, machin. Là le pied hein, de foot, tout va bien. Et après on se retrouve à la pointe qu'en anglais on appelle the toe. Toe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'orteil. Ben voilà, c'est comme un gros orteil en fait. C'est là où on met les orteils, donc c'est l'orteil de la chaussette. C'est comme ça. Et là, bah là c'est vraiment du coup un jeu de diminution. Bon, toujours en partant du cuff down. Hein. C'est un jeu de diminution. Et là, selon la forme de votre pied, ben ça va, le nombre de diminutions et la fréquence des rangs de diminution va changer pour vous accommoder à votre pied. Moi je sais que j'ai le pied assez long, donc du coup je fais des diminutions tous les 2 rangs jusqu'au moment où je dois fermer mon talon, ma pointe. Il y a des gens donc plus arrondis, je vous l'ai expliqué justement sur Patron Wow, que c'est pour des pieds, la pointe est dessinée pour des pieds un peu plus ronds, donc du coup on va diminuer un peu en pointe, et puis après on va vite diminuer plus abruptement pour refermer un peu plus en arrondi. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, on nous parlait des pieds égyptiens et des pieds grecs et tout le monde se mettait pieds nus, et t'as le doigt de pied du milieu qui est vachement plus long, t'as le pied égyptien, enfin je sais plus exactement lequel est quoi, mais bon, ben, en fait c'est ça en fait, c'est chaque personne a un type de pied différent, et la pointe, ben, en fait c'est pas une pointe, c'est une pointe pour les chaussettes, mais après voilà il faut diminuer en fonction de comment est votre pied, pour que bah, vous ne vous retrouvez pas avec genre le doigt de pied qui va pousser au milieu de votre petit bout arrondi, ou de vous retrouver avec une pointe de chaussette qui est assez pointue, alors qu'il y avoir un excès de tissu, en fait un excès de chaussette. Voilà, sachant que la laine tricotée, la chaussette tricotée à la main,
est quand même moins élastique que la chaussette qu'on va acheter en supermarché, enfin au magasin de vêtements, tout ça. Donc c'est vraiment, il faut la faire pour qu'elle nous aille à notre pied à nous. Et donc du coup, voilà. Juste une question de montage et rabat de mailles, donc forcément différent quand on tricote en cuff down et en cuff down ou en toe up. Si on monte les mailles pour des cuff down, on va monter des mailles extensibles, des mailles stretchy. Moi perso j'utilise le German Twisted Cast On, le montage à l'allemande, c'est très bien. Il y a des gens qui utilisent le montage tubulaire aussi par exemple, alors c'est juste un peu galère quand même, hein. C'est très propre, hein. Mais moi j'aime bien mon montage, hein, voilà, bon, pas trop mal, hein. Il me convient bien, donc voilà, à partir du moment où il soit quand même élastique, parce qu'il faut... c'est ça le plus dur à passer, ça va être les cols. Si vous montez les mailles trop serrées, vous allez mettre votre chaussette, vous n'allez jamais passer au niveau du coup de pied, jamais. Et ensuite donc on tricote, et pour fermer le bout de la pointe, on utilise le Kitchener Stitch, qui ne se traduit pas, c'est la maille Kitchener, ou le grafting, qui littéralement veut dire greffer, et c'est exactement ça, c'est qu'on vient greffer des mailles. Alors attendez, du coup je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà. On vient greffer des mailles, donc vous voyez même pas où c'est. En fait, c'est voilà, c'est on fait des fausse mailles avec un fil et une aiguille à coudre pour laine. En fait, c'est ça. On vient greffer des mailles pour fermer notre pointe. Et hop, je reprends l'autre, youpi. Si on part si on fait un toe up, si on part de la pointe, donc on va venir monter nos mailles ou avec le Judy's Magic machin cast on là. J'ai complètement oublié. En plus, je voulais raconter là. Je dois encore avoir mes notes de l'autre machin. Attendez. Comment elle s'appelle? Judy's Magic Cast On, même pas machin, c'est juste le Judy's Magic Cast On. Ou le montage à la turque. Et donc on revient, et quand pareil, quand on vient rabattre ses mailles pour en haut de la tige, après les côtes, il faut faire attention que ce soit assez élastique, et du coup en général un Jenny's Surprisingly Stretchy Cast Off, ça convient très bien. Bon, ben c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette première partie chaussettes. Dans la deuxième partie chaussettes, j'avais envie de vous parler de quelle laine pour les chaussettes, parce que là aussi c'est un grand sujet. Est-ce qu'il faut du nylon? Est-ce que ça va feutrer? Machin, machin. Donc je vais revenir ça sur un autre épisode, parce que sinon on y est encore jusqu'à demain. Mais aussi je m'étais dit peut-être vous présenter quelques-uns de mes patrons préférés de chaussettes pour vous donner un peu des inspirations. Donc si ça vous tente que je vous partage certains patrons de chaussettes, ben n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et si vous avez d'autres questions, pareil, hein, n'hésitez pas, je suis là, je lis tous les commentaires avec plaisir. Voilà, c'est une discussion qui va dans les deux sens, c'est pas que moi à vous, donc on est bon. Et sur ce, je vais vous laisser, voilà, en espérant qu'arrivé au montage, je ne me retrouve pas avec un épisode qui fait 1h30 encore. Croisez-toi. J'ai plein d'idées de ce que j'ai envie de vous montrer dans les prochains épisodes de podcast. Je ne vous fais pas de promesses, je ne vous dis trop rien, parce que je n'ai envie de décevoir personne, et surtout moi, de ne pas me décevoir
bon, d'être fatiguée ou de pas avoir envie de filmer ci et ça au final. Enfin bref, je fais ça comme je le sens, donc vous verrez bien ce que je vous réserve pour la prochaine fois. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Bah, n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire là, à me laisser des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, venez me suivre sur les réseaux sociaux, je sais moi. Enfin voilà, bon, en attendant, je vous souhaite de bonnes créations et en espérant que l'automne vous arrive aussi pour pouvoir vous remettre vos tricots en haut, en bas, partout et retrouver du plaisir à tricoter des choses en laine bien chaudes, bien douillettes. Et voilà. Allez, salut!